Merci, en tout cas merci Yannick de nous accueillir ici et d'avoir l'occasion à la fois d'aborder cette question du lien entre le droit et le commun et de questionner aussi le lien entre l'histoire et le droit. On est juriste, on travaille sur le droit aujourd'hui et maintenant, éventuellement le droit tel qu'il pourrait être ou évoluer, mais on n'est pas historien, enfin moi je ne suis pas historien du droit non plus, mais on a à la fois un goût pour l'histoire, je crois, et puis on a besoin de l'histoire, ou en tout cas on a besoin de comprendre comment l'histoire pourrait nous aider à réfléchir aujourd'hui. Et c'est particulièrement évident pour nous dans la matière des communs. Moi, je travaille effectivement sur les biens culturels, sur le droit des biens culturels, le droit des monuments historiques, le droit des musées, des bibliothèques, des archives. Et ce rapport à l'histoire est extrêmement présent. Parce que, d'une part, la science historique a quelque part façonné ce droit, où il y a des interpénétrations tout à fait évidentes, on pourra y revenir. Et puis le retour vers l'histoire permet aussi de comprendre dans quel chemin on s'est engagé, parfois dans quel chemin on s'est enfermé, quels chemins nous ont empêchés peut-être juridiquement d'aller chercher d'autres modèles, et c'est très présent en matière de communs. Alors moi je ne suis pas une spécialiste des communs, enfin, je suis venue aux communs bien plus tard que Judith ou Fabienne, mais je m'y intéresse avec mon objet. La notion de commun, pour moi, est très intéressante pour retravailler cet objet du patrimoine culturel. Donc, dans les rapports communs et droits avec cet objet particulier, je peux à la fois regarder la façon dont le droit a travaillé les communs en matière culturelle, en matière patrimoniale, et comment les communs et les doctrines contemporaines des communs peuvent aussi travailler le droit et peuvent aussi le faire évoluer. Ça, c'est un mouvement intéressant, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Quelques mots sur la genèse du dictionnaire, c'est important, et puis ça permet aussi de mettre en place ce rapport commun et droit. Donc on a commencé à travailler sur un projet à l'ENER, qui est le projet PROPICE, propriété intellectuelle, exclusivisme et commun. Voilà, qui est un projet qui a été dirigé par Benjamin Corria, donc économiste, mais qui a rassemblé une équipe d'économistes, de juristes, d'historiens autour d'une réflexion sur un type de commun particulier, les communs de la connaissance, les communs numériques, tous les contenus scientifiques, les savoirs scientifiques qui circulent sur le numérique, avec un arrière-plan, la montée en puissance de la figure de la propriété privée dans le champ de la propriété intellectuelle et des mécaniques d'appropriation, de réservation de tous les nouveaux objets qui apparaissent dans l'univers du numérique. Les bases de données, les logiciels, les fichiers. Aujourd'hui, on réfléchit à la propriété sur les fichiers numériques indépendamment du contenu. Donc, cette progression des droits propriétaires a enclenché un mouvement de résistance par rapport à des écoles de pensée qui estimaient que les contenus devaient circuler le plus librement possible. Pour ça, il y a des entrées dans le dictionnaire là-dessus. Et puis, je pense que Judith pourrait en parler plus savamment que je ne le fais. Bon, ce sont tous les mouvements de logiciels libres, etc. Et donc, ce programme de recherche s'inscrit dans cet arrière-plan de la réflexion nécessaire autour de comment libérer du commun, comment libérer de l'usage collectif dans des figures qui sont de plus en plus renfermées sur des modèles d'exclusion, des modèles de propriété qui sont d'ailleurs ancrés dans un modèle apparu en 1804, qui est le modèle de l'article 544 du Code civil, le droit de disposer et de jouir des choses de la façon la plus absolue. On est resté dans ce bain. La formule d'origine est toujours en vigueur dans le code civil. Alors il y a une petite phrase derrière qui est intéressante, mais elle est rarement investie en soi, et peut-être les communs nous permettent de l'investir. On nous dit c'est la façon la plus absolue de disposer et jouir des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Donc on a des limites. On peut là imaginer que
cet usage commun, cet usage collectif rencontre un certain nombre de limites. On pourra en reparler. Donc, dans ce travail, on est plusieurs disciplines à travailler autour des communs et on bute très vite sur des questions de vocabulaire. On dit des choses, parfois des mots, les mêmes mots, et derrière, on entend des choses toutes différentes. Un seul exemple, on pourrait en prendre beaucoup, mais le terme de bien public, qui pour les économistes est un terme très intéressant et important dans la réflexion sur les communs, et qui renvoie à l'idée que les biens, certains biens, sont non rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire que tout un chacun peut accéder à la ressource sans priver l'autre de l'usage de la ressource, et qu'il n'y a pas de barrière quelconque, que ce soit une barrière de prix, une barrière réglementaire à l'accès à la ressource. Quand le juriste, lui, parle de bien public, il entend d'abord bien. Bien, c'est propriété. Donc la figure de la propriété, elle est dominante dans la pensée du juriste. C'est un schéma mental très prégnant, on va dire. Et donc, bien public, ça renvoie à la propriété de la personne publique. Ça veut dire ça. C'est qu'on investit finalement peu ce qualificatif public, on ne l'investit pas autrement que par le renvoi à la titularité de la personne. On a peut-être un peu oublié les origines de la propriété publique, de la propriété nationale, les réflexions autour de la propriété de la nation au lendemain de la Révolution. Mais aujourd'hui, quand on entend bien public, on est sur ce plan-là de la propriété organique. Donc, très vite, on s'est dit, il faut qu'on fasse des séances de vocabulaire. On a fait une séance où les juristes parlaient aux économistes et clarifiaient un certain nombre de concepts du droit. Et inversement, les économistes ont expliqué finalement quels sont les termes, les notions, les concepts que les uns et les autres nous mobilisions pour penser les communs. Qu'est-ce qui nous était finalement nécessaire pour s'engager dans une réflexion sur les communs? Je ne sais pas si au départ il y avait les historiens sur cette phase du projet. Je crois que c'est venu après. Et voilà, donc ça c'est un des grands projets qu'on a conservé dans le dictionnaire, même si on l'a élargi. Il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des historiens, des philosophes, des sociologues, anthropologues, des géographes, des activistes. Et l'idée, c'était de quoi on a besoin quand on s'intéresse au commun. Et dans ce travail-là, on a identifié plusieurs cercles de mots. Les cercles de mots qui sont très proches de la question des communs. À commencer par le terme de commun, de bien commun, au singulier, au pluriel. Dans le champ du droit, on a des mots environnants qu'on peut rapprocher assez facilement de la question des communs. La notion de chose commune, la notion de domaine public, que ce soit dans le champ de la propriété intellectuelle ou dans le champ de la propriété matérielle. Le domaine public, c'est une figure de propriété affectée à une utilité publique. Donc là, on aperçoit tout de suite la parenté possible. Et puis, on a élargi ce premier cercle en se disant qu'il y avait peut-être des mots dont on a besoin pour évoquer les communs, mais qui sont moins directement connectés au commun, c'est-à-dire qui appartiennent, sont partagés avec peut-être d'autres préoccupations que celles des communs. Je n'ai pas d'exemple qui viennent là tout de suite. Public, l'intérêt général, notion, oui, l'intérêt général, le service public, oui, absolument. Le service public, l'intérêt général, des notions qui, évidemment, sont nécessairement mobilisées, des objets, oui, tout à fait. La biodiversité, la connaissance. Oui, oui, il y a à la fois des figures techniques juridiques, et puis il y a certains objets qui sont définis, qui sont des catégories. Alors je donne tout de suite l'idée qu'il n'y a que des notions juridiques en prenant ces exemples-là. Non, bien évidemment, puisque tout
toutes ces disciplines vont introduire les notions dont ils ont besoin. Le troisième cercle, quand même, avant de revenir à ce point-là, des notions, cette fois-ci, qui, a priori, à première vue, n'ont pas nécessairement à voir avec les communs. Simplement, on a un intérêt à les retravailler au prisme des communs. Par exemple, l'entreprise. L'entreprise, alors, c'est pas en soi un bien commun, quoi qu'en disent certains, mais ça peut être un bien commun. On peut le réfléchir, on peut repenser cette institution en termes de commun. Donc, voilà, on a eu un peu cette approche assez large, assez souple. Si on s'enfermait, ce que j'ai oublié de dire en l'occurrence, dans les doctrines contemporaines qui remettent en scène la question des communs, à commencer par Ostrom, on était dans un périmètre qui pour nous était trop réducteur. Et on avait besoin là, de desserrer cet étau-là. Donc on a bien sûr intégré, il y a un certain nombre de travaux qui se réclament de la filiation Ostrom, qui partent de l'idée que le commun, c'est une ressource en accès partagé qui implique l'organisation, la distribution d'un certain nombre de droits et la formalisation d'un certain nombre d'obligations, qui appelle une gouvernance, une institution, etc., qui obéit à un certain nombre de principes de contrôle démocratique sur la gestion, etc. Donc certains se sont vraiment calés sur cette notion-là. D'une façon plus générale, je voudrais peut-être intervenir là-dessus, de façon plus générale, on s'est dit que la question des communs, elle était au croisement dans le monde contemporain, à la fois de la question des ressources et de l'appropriation et de l'usage des ressources, la question du partage, de la nécessité de partage de ces ressources, et la reconnaissance, la formalisation de l'intérêt collectif dégagé par cette idée du partage. Donc on a pris une approche assez large des communs. L'idée là n'était pas de s'engager dans une théorie des communs, c'était l'idée de donner un outil pour aider à penser les communs. Voilà. Un outil, que ce soit pour les juristes, pour les historiens, pour les économistes, etc. C'était ça, donner les outils nécessaires et éventuellement autoriser les comparaisons entre différentes approches disciplinaires. Et on s'est aperçu, parce qu'on n'a pas fait le pont dans le dictionnaire, mais on s'est aperçu qu'un très grand nombre de termes renvoient à des contenus juridiques, ont une forte charge juridique, y compris et beaucoup des notions qui n'ont pas été théorisées par les juristes. La notion de commun d'Ostrom, il y a de la charge, il y a du contenu juridique. Quand elle organise, elle fractionne en faisceaux de droits les droits qui s'exercent sur la chose, lorsqu'elle parle de gouvernance, déjà là elle s'engage dans une organisation qui peut être lue comme une organisation sociale, comme une organisation économique, mais qui est aussi une organisation juridique, qui renvoie à des figures du droit sur lesquelles nous travaillons. C'est un exemple, je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Et ça, c'était aussi un des intérêts du dictionnaire, c'est que les juristes font du droit, s'intéressent au droit, les historiens font du droit, d'autres font du droit et développent des visions du droit qui pour nous sont tout à fait intéressantes, qui nous permettent sans doute d'évoluer aussi dans nos propres perceptions ou notre propre grille de lecture de juriste quand on aborde la question de la propriété, la question de la gouvernance, etc. Je reviens à la notion de bien public. J'ai dit tout à l'heure que c'était deux choses très, très différentes. Que les juristes entendaient une chose et les économistes entendaient une autre. Mais on peut, nous, regarder cette notion de bien public posée par les économistes en juristes et en retirer aussi un enseignement du point de vue de la mise en forme juridique du bien public, la non-excluabilité, la non-rivalité.
ce sont aussi des éléments qu'on peut formaliser, théoriser, dont on peut s'inspirer pour penser, pourquoi pas, notre bien public au sens organique du terme. Après tout, c'est deux choses différentes. Et pourquoi on ne les mettrait pas en relation? C'est aussi une des vertus, je crois, des communs dans cette mise en relation des questions du droit et d'autres approches disciplinaires. Que peut-être dire quelque chose? Vous avez peut-être des choses à égaler, des choses à ajouter. N'hésitez pas à parler plus fort, parce qu'on n'entend rien du tout dans cette salle. D'accord. Le son monte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a d'accord. Une ambiance assez compliquée pour faire court, enfin, pour parler. Alors justement, sur le rapport entre l'histoire et le droit, sur le rapport à l'histoire dans cette réflexion sur les communs, c'est vrai que on bute éventuellement sur un écueil qui consiste à se dire il n'est pas question de faire revenir des figures des communs, des communaux, des communautés, etc., qui se sont édifiés dans l'histoire, qui appartiennent à l'histoire. L'idée n'est pas de... Parce que c'est un des griefs qu'on peut faire dans ce type de réflexion autour des communs. Dire, ben, oui, vous voulez faire revivre les propriétés simultanées de l'Ancien Régime, est-ce que c'est un progrès, etc. Donc, je pense qu'il y a ce premier écueil à travailler sur le plan épistémologique, ce qui n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des figures qui peuvent nous enseigner des choses, qui peuvent nous apporter des choses dans les lectures contemporaines des communs, sans compter qu'il y a certaines de ces figures sont encore une réalité, sont encore de droit positif dans ces techniques puisées dans l'histoire. Alors, sur la façon dont on peut mettre en relation les communs et le droit, avec Judith, on disait qu'il y avait plusieurs axes importants à partir desquels on peut construire une réflexion. Le premier axe, c'est la question de la propriété. La propriété, c'est la propriété privée, disons. La propriété privée telle qu'elle s'est édifiée à partir de 1804. Parce que je le rappelais tout à l'heure, c'est la définition, le droit exclusif, la propriété privée comme une propriété privative qui prive tous les autres des utilités de la chose. Une propriété dite absolue. Et dans la réflexion sur les communs, évidemment, on va buter sur cette figure de la propriété privée, ou buter, ou avoir à composer avec la propriété, devoir travailler avec cette propriété. Et c'est vrai que c'est une figure qui a quand même déterminé très profondément la façon dont on institue le rapport entre les personnes et les choses, et la façon dont on reconnaît des droits sur une chose. Où, on a le plus grand mal dans notre droit, alors c'est vrai du droit français, je pense que c'est vrai d'un certain nombre d'autres droits, à imaginer d'autres modèles que le modèle diffusé par le Code civil. On a réfléchi il y a quelques années sur la notion de modèle propriétaire, et on avait cette idée que aujourd'hui, on ne pouvait pas faire dériver tous les modèles de propriété de cet article 544, qui avait des modèles qui étaient plus ouverts. Le modèle de la propriété intellectuelle, à commencer par ce modèle-là. Mais en réalité, c'est une réflexion qui est un petit peu difficile à mener, tant ce modèle est extrêmement prégnant, pas seulement dans la doctrine, mais je parle dans la réalité du droit. Donc il y a ce premier axe de travail qui est tout à fait fondamental dans cette question des communs. Et une des questions qu'on va se poser, c'est comment traduire juridiquement
cet intérêt collectif qui est à la base de la notion de commun. Quels outils, comment on arme juridiquement cet intérêt collectif, avec quel droit, avec quel cadre, avec, etc. Deuxième axe, très important évidemment, puisqu'on parle de l'intérêt collectif, on va là assez naturellement se tourner vers la figure de l'État, qui a endossé depuis la Révolution l'intérêt général, qui est le garant de l'intérêt général, qui a absorbé d'une certaine façon la figure de la nation pour prendre en charge par le canal de l'intérêt général l'intérêt collectif. On pourrait rajouter un troisième axe qui est justement cette figure de l'intérêt collectif détachée de l'État, supportée par des groupes, par des corps intermédiaires, etc. Mais le fait est que juridiquement, c'est le plus souvent un angle mort, mais qu'il faut réinvestir au travers des corps. Voilà, donc sur ces trois plans, il me semble que la réflexion juridique, elle est un peu à l'intersection de ces trois questions sur les communs. Tu peux rajouter des choses? Présentation des axes, non? Hein? Bon, tu vois. Voilà. Donc un peu un paysage général. Enfin, je ne sais pas, vous voulez peut-être intervenir? Non? On va développer un peu les axes. Je crois que vous avez cruellement besoin d'histoire. Je dis ça un peu par provocation, parce que vous venez de dire combien vous êtes enfermés dans la conjonction, la définition du droit de propriété exclusive depuis 1804. Mais rassurez-vous, mes chers, ça ne s'est pas appliqué comme ça rapidement et d'un coup de baguette magique. Hein. Pensez bien non, mais Napoléon, il a on va y mais, venir. oui, non, mais effectivement, c'est devenu l'idéologie dominante qui s'est mis à détruire. Et elle a vraiment détruit. Mais oui, il y avait quand même toute une culture populaire, paysanne en particulier, bien évidemment, qui pensait les choses de façon tout à fait autre. Parce que le peuple pense, excusez-moi de vous dire ça, mais enfin, surtout à la Sorbonne, c'est peut-être criminel, je ne sais pas. Mais enfin, bref, voilà. Je veux dire, on a exclu le peuple de la pensée dans l'histoire récente. Hein. Moi, j'ai assisté à ça dans les cours à Sorbonne, dans les années, à la fin des années 70. Hein. C'était là, on exclut le peuple et la paysannerie de l'histoire pensante. Non, mais ça, je vois bien que vous êtes, vous heurtez l'idéologie dominante. Non, pas du tout. On posait juste les oui, c'est ça. On posait le problème, bien évidemment, mais vous avez tout à fait raison, parce que c'est vraiment intéressant. Je suis d'accord avec vous qu'il faut critiquer la façon dont on conçoit le droit de propriété aux différentes époques historiques, et ainsi que l'État, bien évidemment. Je veux bien tirer un défi qui a été présenté, posé comme effectivement notre point de départ, et de montrer comment nos interrogations, enfin les interrogations qui se sont imposées, précisément, induisaient de revenir en arrière un peu. Voilà. Donc parce que qu'est-ce qui a fait aussi qu'on s'intéresse au thème? Il y avait des facteurs conjoncturels, contextuels. Il y avait le fait que dans le droit, on voit réapparaître à partir des années 60, 70, dans le droit international, et puis c'est réceptionné plus tard dans les droits nationaux, mais on voit réapparaître le commun, c'est-à-dire du vocabulaire. On a d'abord dit il y a des territoires d'intérêt commun, l'Antarctique, la Lune, les fonds de mer, pas les ressources valorisées, mais le fond de la mer, la haute mer, réapparaissent comme d'intérêt commun, voire comme patrimoine commun. Donc pour des raisons géopolitiques, on va hésiter sur
qualification, on va hésiter sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça veut dire je laisse de la souveraineté nationale s'il y en a, chacun gère les ressources naturelles comme il l'entend, mais je prends en compte le fait que quand même ça puisse être d'intérêt commun. Ou alors, sur des espaces qui ne sont pas appropriés, c'est le cas de l'espace extra-atmosphérique, des corps célestes, etc. On va dire c'est d'intérêt commun, donc il n'y a pas d'appropriation. Donc on voit revenir une question sur est-ce que l'inappropriable existe, alors que c'était du tiers-état complètement occulté, puisqu'on a de la propriété privée, on a de la propriété publique, on a l'élargissement de la propriété privée, et le fait que l'inappropriable revienne, c'est quand même intéressant dans ces années-là, ou en tout cas que ce soit pensé comme ça, et c'est de très très forte actualité, puisque à partir d'Obama, on va avoir précisément de la rediscussion sur le fait qu'on puisse s'approprier privativement les astres, les étoiles. Donc là, il y a des entreprises privées qui partent pour... il y a un acte spécifique, un texte spécifique voté sous Obama et des décisions spécifiques pour qu'on reparte en propriété privée vers les corps célestes qu'on avait écartés dans ces années-là. Donc il y a vraiment, je pense, une revivification de cette question à partir de ce moment-là, avec des vocabulaires donc, qui, pour des raisons géopolitiques nord-sud, font une place à la souveraineté nationale, à ce que chacun s'occupe des ressources quand elles sont appropriées, mais quand même avec l'idée qu'on voit la finitude de ces ressources, leur caractère non durable en l'état, et qu'il va falloir ménager cet intérêt. Et du coup, ces idées de biens publics mondiaux ou de grands communs, comme on va les appeler après, vont arriver dans les droits nationaux. Cette distribution, un peu comme Ostrom l'avait d'ailleurs formalisée, qui est pour des très grands communs, je vais avoir une polycentricité, une distribution de la gouvernance à des niveaux nationaux ou à des niveaux de gouvernance possibles. Et donc on va avoir l'entrée dans l'entrée dans beaucoup de droits nationaux, en tout cas le droit français, à partir des années 80-90, on va avoir l'entrée de patrimoine national de la nation revivifié, parce que ça existait pour les biens culturels qui ont au 19e siècle quand même récupéré cette histoire, mais pour les ressources environnementales, la biodiversité, le climat aujourd'hui, mais ressources naturelles, on disait à cette époque, il y a une revivification de ces qualifications qui impose précisément, quand on va dire une ressource naturelle est un patrimoine de la nation, un patrimoine commun de la nation, va imposer, quand bien même ces ressources sont appropriées privativement, elles ne sont pas toutes du domaine public, vont impliquer que le propriétaire se charge ou subisse des charges de conservation du bien. Ce qui remet en question son caractère absolu, et notamment un des attributs de la propriété qui est intéressant, qui est l'attribut de destruction. Puisque disposer du bien, c'est détruire le bien comme on entend, et donc là on va avoir un remaniement de la propriété sous cette première poussée, mais avec la poussée des qualifications. Et le deuxième effet conjoncturel, contexte qui va beaucoup jouer et qui impose des renouvellements, et on va les récupérer en droit, ce sont les années 80 aux États-Unis, 90 en France, ce sont les communs de la connaissance. L'idée effectivement que la propriété intellectuelle va gagner du terrain, et notamment deux terrains qui vont entraîner des réactions très fortes et une conceptualisation d'une autre propriété. Le premier terrain, c'est le logiciel. Quand aux États-Unis, dans les années 80, on privatise le code source du logiciel, il y aura une réaction très importante en termes de liberté fondamentale et de conceptualisation d'une inversion de la propriété, c'est-à-dire d'une propriété qui, au lieu d'être exclusive, va se construire comme inclusive. Ce que vont faire les tenants du logiciel libre, c'est d'inverser la propriété intellectuelle en décidant qu'ils vont s'en servir pour inclure les autres au nom, certains sans vouloir parler de propriété, d'autres en acceptant de parler de propriété, mais de se servir de cet outil, d'aller à l'encontre de cet outil pour inclure les autres dans l'usage du code source, dans la modification, à condition de rester inclusif. Donc il y a tout un remaniement conceptuel quand même d'une propriété inclusive à partir des années 80 sur ce champ-là. Et le deuxième champ qui
très fort. Alors, il y a évidemment des exceptions aux propriétés intellectuelles, je dirais classiques, comme des exceptions d'usage. Aujourd'hui, on discute beaucoup en propriété intellectuelle de l'usage amateur, parce que le numérique va passer par là et va faire que, en miroir de cette poussée de la propriété intellectuelle, on va avoir une poussée des usages et des usages amateurs qui sont fortement soutenus par le numérique et du coup une aspiration plus grande au partage en face d'une fermeture plus grande. Et donc la tension est très forte et induisent par exemple des constructions juridiques que sont les exceptions pour usage amateur, comme au Canada ou comme on en discute en Europe ou en France par exemple. Usage contre la propriété intellectuelle ou nuance à la propriété à son caractère absolu pour permettre à d'autres d'utiliser et partager le bien, la ressource. Ça c'est, je dirais, un exemple que je mets un peu de côté. Le deuxième qui me paraît très important, le deuxième champ qui me paraît très important, c'est la propriété industrielle, le brevet, qui va complètement bouleverser les frontières qu'il avait connues, c'est-à-dire la rupture découverte-invention ne tient plus, la rupture, la frontière nature-culture ne tient plus, quand on commence à breveter les gènes des cellules. Là, il y a une très forte avancée de la propriété, de cette propriété-là, en dehors de ces champs traditionnels, et une très forte réaction aussi, et notamment une réaction qui moi me paraît très intéressante, qui est la réaction en face des médicaments essentiels, où on a eu une discussion assez fondamentale dans les années 90 pour les antirétroviraux sur est-ce que la propriété, en face de cet intérêt collectif qui est la santé, et notamment quand ce qui est en cause, c'est vital, enfin, quand la maladie implique un risque de mort, est-ce que cette propriété est légitime? Bon, là, c'est pas évident, ça n'a pas été évident de plaquer une idée de commun sur cette idée, mais on a quand même vu apparaître l'idée que ces médicaments essentiels, en tant que ressources d'humanité, en tant que biens vitaux, ne pouvaient pas être traités comme des biens tout à fait ordinaires, sans prendre en compte l'intérêt collectif de santé publique, d'où des licences obligatoires, par exemple. Ça, c'est le montage juridique qui n'a jamais très bien fonctionné, mais d'où cette possibilité de licence obligatoire, c'est-à-dire de forcer quelqu'un à laisser une fabrication générique, par exemple, pour un territoire domestique, une fabrication générique pour certains pays. Donc ça, on voit donc apparaître ces tensions avec des revendications qui, au début, ne savent pas comment ménager la propriété exclusive, comment s'appeler pour faire émerger en face un intérêt concurrent de celui du propriétaire ou de celui qui bénéficie de la réservation de propriété intellectuelle. Et donc ces formalisations qui vont se servir du vocabulaire des communs. Le troisième élément contextuel qui est très important, c'est quand même toute la pratique sociale, c'est-à-dire aujourd'hui de pratiques sociales, comme vous disiez, de mise en commun, de gouvernance en commun sur des territoires, des villes, des décisions de gérer en commun des biens culturels. C'est très fort en Italie, par exemple, ou en France, il y a plein d'expériences de mise en commun, que ce soit sur le numérique comme Wikipédia, OpenStreetMap, ou que ce soit dans l'habitation, dans la culture. Donc il y a plein d'expériences dont on voit bien que ce soit du point de vue des droits distribués ou de la propriété ou de la gouvernance, il y a des inventions à faire juridiquement, mais avec un retour effectivement d'un vocabulaire qui en appelle au commun. Alors moi, ce qui m'apparaît très intéressant, c'est une réflexion, voilà, une fois qu'on a, ça je pense que la cartographie des théories dans le dictionnaire, elle est très présente, donc que ce soit les communs d'Ostrom avec leurs trois caractéristiques, c'est-à-dire la ressource, l'ensemble de ressources, les droits distribués, la gouvernance, que ce soit le commun, l'accent mis par Dardot et Laval ou Arfenegri sur ce qui est important, c'est le principe du commun, le faire commun, l'agir commun. Que ce soit ces théories, elles sont, je dirais,
efficace parfois, et c'est vrai que nous les juristes, on voit beaucoup des formes qui sont beaucoup plus nuancées que ça. On peut avoir des gouvernances, on peut avoir des droits distribués, on peut avoir des systèmes comme Ostrom on avait identifié, mais qu'est-ce qu'on voit beaucoup? On voit beaucoup des systèmes hybrides, c'est-à-dire des propriétés privées, pour l'instant j'en reste à la propriété privée tout à fait classique, avec des charges d'intérêt collectif, soit imposées aux propriétaires, soit volontaires. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est tout ce qui est monument historique, avec la matrice que ça va constituer pour les biens culturels. À partir de 1913, qu'est-ce qu'on impose aux propriétaires privés d'un monument historique, et 50% des propriétaires de monuments historiques sont privés? On leur impose de préserver l'intérêt collectif qui est le suivant, la préservation du bien. Ça veut dire, pour un propriétaire, ne plus pouvoir réparer ou intervenir sur son bien quand il l'entend, sans autorisation, ne pas pouvoir l'exporter pour certains, ne pas pouvoir le détruire. Donc des attributs de la propriété qui devraient être présents, qui sont nuancés par exemple. Et puis on a de plus en plus, alors que ça c'est très étonnant, non pas sur le modèle du logiciel libre qui était une propriété inclusive, hein, à mon sens on a de plus en plus de propriétés participatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reconnaît, et ça c'est un deuxième exemple, la loi de 2016 qui est dite loi biodiversité, qu'est-ce qu'elle va reconnaître, non sans débat très très important pour les juristes, parce que ça remet en cause le modèle. Elle va reconnaître qu'un propriétaire d'une ressource, d'un champ, des terres, d'eau, de sources, donc d'une ressource qui participe de la biodiversité, avec une définition juridique du terme, peut par contrat faire endosser des charges, ou peut endosser des charges, peut contractualiser avec avec une association, une personne publique, et endosser des charges de conservation ou au bénéfice de la biodiversité. C'est-à-dire accepter que sa propriété se mette au service d'une certaine façon, dans une certaine mesure, accepter qu'elle se mette au service de la biodiversité et d'une préservation des ressources, de cet intérêt collectif. Et ça n'a pas pris l'allure et la figure de la servitude traditionnelle, parce que ça a été refusé par les juristes, c'était normalement ce qui aurait été naturel, mais ça lie deux fonds, et là ça a posé problème aux juristes, donc ça a été sous la forme de l'obligation, non pas du droit réel, mais du droit personnel, l'obligation, le contrat, que le montage s'est fait. Donc on a quand même un parcours qui est de mise en place de ces hybrides, ce que Host appelle la transpropriation, c'est-à-dire la reconnaissance à côté de l'intérêt collectif, de l'intérêt individuel très fermé du propriétaire, une place faite dans des montages juridiques à un intérêt collectif plus ou moins affirmé et sans gouvernance, sans distribution de droits aussi poussée que Ostrom. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup ce qu'on voit. Et du côté de la propriété publique, il y a une question qui est ouverte et qui est absolument abyssale, qui est totalement ouverte en Italie, qui l'est beaucoup moins en France. C'est effectivement l'idée que la propriété publique, qui au XIXe siècle a absorbé les communs, c'est-à-dire moi je travaille beaucoup sur effectivement comment le Conseil d'État a interprété l'article 542 à propos des communaux qui vont passer d'une propriété des habitants à une propriété de la commune, c'est-à-dire la substitution de la collectivité habitant vers la personne publique, donc ce passage vers la personne publique. C'est vrai pour les choses communes qui ont été totalement absorbées dans le domaine public. Et donc, comment tout ce passage vers la personne publique, qui en plus s'allie avec un passage du droit de garde du domaine public par la personne publique vers une propriété alignée sur le modèle propriétaire-privé, comment toute cette évolution qui finit avec le code de 2006
de la propriété des personnes publiques. Donc cet alignement qui se fait pendant tout le 19e siècle et jusqu'à 2006 sur un alignement propriété publique sur la propriété privée, comment il donne la possibilité, comment il donne du champ, ça c'est ma question actuellement, et on la voit beaucoup dans le dictionnaire, elle apparaît beaucoup, comment elle permet précisément une certaine, ou elle va laisser un champ pour une certaine dissociation entre intérêt général et intérêt commun. C'est-à-dire, ça c'est la question qu'affronte l'Italie de face, où il y a une remise en question de la capacité, par certains bien sûr, hein, mais une remise en question de la capacité de l'État italien, moins ancré, moins vaillant, à prendre en charge certains patrimoines communs, et les patrimoines culturels c'est un très bon exemple. Comment il y a une remise en question frontale du domaine public et du fait qu'ils poursuivent, ou que ce soit la figure aujourd'hui qui permette de poursuivre l'intérêt commun. Comment cette question est en train de s'imposer possiblement en France. Alors il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs indices qui pourraient nous faire dire qu'elle est quand même en train de se poser. Ça c'est une discussion qu'on peut avoir parce que précisément c'est peut-être une boucle intéressante qui est en train de se rouvrir. Le premier indice, je dirais, c'est ce que Rodotà, donc, en Italie, diagnostiquait dans des formes un peu radicales à mon sens, mais il faut quand même l'affronter, c'est l'idée que la souveraineté nationale sur des très grands communs est en perte totale de vitesse, c'est-à-dire que ce soit sur le climat, que ce soit sur les ressources naturelles, que ce soit sur les communs mondiaux, avec toutes les difficultés de gouvernance qu'ils ouvrent. Ça ne règle pas la question de dire que la souveraineté nationale a du mal à les affronter, mais disons, marginalise cette dimension. Est-ce qu'elle marginalise, voilà, leur dimension internationale depuis les années 60, est-ce que ça marginalise la souveraineté nationale? Alors là, lui répondait assez radicalement que c'était une ancienneté de l'histoire qu'on allait voir avec les communs complètement marginalisés. Je ne suis pas du tout sûre de ça. En revanche, ça la met en question. Alors là, j'ai deux exemples qui sont vraiment intéressants, qui justement se fondent sur l'intérêt collectif ou l'intérêt commun contre la souveraineté nationale, contre l'État, ou en tout cas comme un appel à la protection par l'État. Parce que ça, on ne le voit pas encore en France, mais on a vu aux Pays-Bas, par exemple, la Fondation Urgenda agir en 2015 contre l'État néerlandais, avec 886 citoyens néerlandais, en disant nous sommes les générations présentes, nous représentons les générations futures, vous avez annoncé une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre, vous ne tenez pas cette tendance, et je vous enjoins, je demande à ce que vous soyez enjoints, parce que c'est un commun mondial, parce que le climat, à votre échelle de commun mondial, doit être préservé, je vous enjoins d'agir. Et l'action a abouti. Donc on a là l'articulation effectivement de cette reconnaissance de ce climat comme un patrimoine commun ou comme un commun mondial, la qualification n'est pas facile, avec des effets sur un État. De même, aux États-Unis, on a des actions qui sont jugées recevables d'enfants dans certains États en défense du climat et sur les défaillances de l'administration Obama. Donc on peut très bien les revoir sous l'administration Trump, ce qui serait intéressant. Donc il y a cette mise en, disons, en condition de l'exercice de la souveraineté nationale vis-à-vis des communs. Ça, je dirais, c'est un premier indice intéressant de dissociation. Comment se poursuit comme intérêt général un État, comment sa façon de le poursuivre peut se dissocier de l'intérêt commun. Le deuxième indice
est-ce que c'est une superposition? Est-ce que, Marie, ça, tu pourras revenir là-dessus, sur toute cette construction de la superposition de l'intérêt commun et de l'intérêt national, sur les biens culturels par exemple, mais est-ce que cette superposition peut être remise en question sur le fondement de l'intérêt commun? C'est par exemple le constat par pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, que l'alignement de la propriété publique sur la propriété privée et ses modes de gestion, donc sur l'objectif unique de valorisation ou dominant de valorisation du patrimoine public, des biens publics, comment il peut faire perdre de vue les intérêts communs autres, l'usage de tous, la préservation des ressources. Et là, on a des mises en question. Dernièrement, on a eu une question prioritaire de constitutionnalité très intéressante qui a été absolument bottée en touche à la première minute, qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais qui est intéressante en soi comme formalisation de cette dissociation. Wikipédia France agissait contre l'une des dispositions de la loi patrimoine architecture de 2016, contre le fait qu'on accepte dans la loi que pour la vingtaine de domaines nationaux qui ont été reconnus, Chambord par exemple, on puisse faire payer au nom d'une redevance au titre du domaine public l'image des biens. Et même refusé. Et même refusé. Et donc, ce qui était attaqué là, c'était l'idée, d'abord, première attaque qui était de dire cette image du bien est-elle appropriable? Les juristes ont dénié que ce soit appropriable après toute une discussion qui s'est achevée au milieu des années 2000. Donc, est-ce que cette propriété est tout à fait légitime? Est-ce qu'il n'y aurait pas un principe fondamental des lois de la République qui serait le domaine public au sens de l'inappropriable de la propriété intellectuelle, le non-propriété? Est-ce que ce modèle du non-propriété n'a pas sa place ici? Et le gouvernement a répondu, et c'est vrai que ça allait à l'encontre de toute sa politique, il y a de la propriété, il n'y a pas de principe fondamental des lois de la République sur cette question, et puis par ailleurs, c'est important parce qu'il y a l'objectif de valorisation économique des biens publics. Et donc cette idée que défendait Wikipédia, qui était de dire c'est important, l'usage de tous, le domaine public, au sens de la propriété intellectuelle, le non-propriété et l'usage de tous étaient confrontés assez radicalement, de façon assez claire, avec est-ce que l'objectif d'exploitation économique ne le remet pas en question. C'est une question qui n'a pas du tout perduré parce qu'elle ne se pose pas facilement dans ces termes, mais on voyait bien quand même les dissensions. Alors, en plus, il y avait un complément à ce texte qui permet les usages amateurs, les usages scientifiques, les usages éducatifs. Donc il y avait un équilibre de ce texte qui faisait que l'attaquer lié en tête, c'était pas forcément très facile, mais de façon théorique, c'était intéressant. Et le troisième, pour s'en tenir à quelques indices, pour moi le troisième indice de possible distinction, dissension, sont des actions, je reviens à ces actions qui sont menées, c'est l'action en justice, c'est-à-dire qu'on a des actions en justice qui sont très, très rares ou difficiles à porter en droit français par des associations, et encore la loi biodiversité est un bon exemple parce qu'on se demande quelles associations vont pouvoir porter des actions pour défendre la biodiversité, etc. Mais la représentation de l'intérêt collectif par des corps intermédiaires, et notamment par les associations, se développe considérablement dans d'autres pays, au nom du Public Trust aux États-Unis, au nom de fondations et de citoyens aux Pays-Bas, au nom d'intérêts collectifs que ne prend pas en charge l'État dans l'action. Et c'est vrai qu'en France, on a cette réserve, on a cette dichotomie très forte. Si c'est d'intérêt général, c'est de la mission du ministère public de porter cette action, ou de l'État en tout cas.
et si c'est d'intérêt privé direct, c'est à la personne. C'est vrai que je finirai là-dessus. Pour les ressources environnementales, il y a un pas qui a été fait avec l'admission du préjudice écologique pur, c'est-à-dire sans atteinte aux personnes subjectives, on a l'admission qu'il y a un préjudice objectif possible au seul environnement ou à la seule biodiversité, et que des associations vont pouvoir prendre en charge cette défense. Ça ne règle rien, parce qu'il faut que les associations aient des moyens, puissent le faire, s'engagent. C'est pareil pour certains États qui reconnaissent l'intérêt diffus à agir au nom des intérêts collectifs, et donc là on a encore plus de dissociation possible. Mais on a quand même des indices, que ce soit sur le plan de la souveraineté, d'un conflit d'objectifs dans la gestion du domaine public, des biens publics de façon générale, ou dans l'action. On a des indices que peut-être on retourne, ou en tout cas on a, après un moment quand même important d'association, de superposition du général et du commun, on a ce moment, en tout cas, ce que l'Italie nous montre très bien, ce que la France a beaucoup plus de mal à observer, de prise de distance ou petite dissociation de ces deux pendants. Voilà. Peut-être pour revenir au cas du patrimoine culturel et de la façon dont, à la genèse de ce droit qui se consolide à la fin du XIXe siècle, avec cette grande loi dont tu as parlé, une loi matrice. C'est pas seulement une fondation, mais aussi une matrice, donc elle a vraiment diffusé ces modèles vers d'autres droits. Donc c'est le premier objet juridique, ce sont les monuments historiques, mais après il y aura l'archéologie, les musées, etc. Et là, c'est vraiment une figure très importante d'un point de vue juridique. On va recourir à certaines techniques qu'on reproduira par la suite. Revenir à ce moment de la genèse, c'est assez important. Cela étant, ce moment de la genèse du droit, il ne vient pas ex nihilo, c'est-à-dire qu'il est nourri par tout un ensemble de pratiques de l'administration, en l'absence de fondement juridique spécial. À partir de la monarchie de Juillet, on va s'occuper de la protection des monuments historiques, on va faire des listes, on va normer d'une autre façon qu'avec les outils du droit cette protection des monuments historiques. Quand vient l'idée qu'il faut des textes, il faut des textes parce que les communes et les départements font un peu ce qu'ils veulent. Et le levier d'autorité qu'a investi l'État, un peu d'une façon qui a préempté cette question de la protection du patrimoine, ce levier-là n'est pas suffisant. Donc on réfléchit à un texte qui, dans un premier temps, en 1887, intéresse les rapports entre l'État et les communes et les départements. Et puis après, on va l'étendre. Les communes et les départements. Voilà. Et donc, ensuite, on va étendre à tous les propriétaires. Bon, ça, le 1913, c'est le 31 décembre 1913. On a une figure très intéressante parce qu'on transcende la césure, qui est une césure qui commence au contraire à s'affirmer dans notre système juridique. On transcende la césure droit public, droit privé, propriété publique, propriété privée. On va installer une charge sur les biens quels qu'ils soient. Mais en réalité, quand on va regarder les techniques juridiques qui sont mobilisées, et alors même que dans les discours, on voit très nettement s'affirmer cette idée de propriété collective. Un parlementaire va parler d'une copropriété, alors même qu'on a un discours assez puissant sur l'idée qu'on est sur un territoire de patrimoine collectif. La traduction juridique est extrêmement réductrice. On va avoir appel à deux techniques. La technique de la servitude d'utilité publique, les restrictions des pouvoirs du propriétaire, et la technique de la propriété publique dont tu as parlé. La technique de la servitude, elle va réduire
la question de la charge a un rapport d'autorité entre l'État et le propriétaire. C'est-à-dire que là disparaît le bénéficiaire, le supposé bénéficiaire du patrimoine, qui est le public, qui est la nation. Ce personnage-là, juridiquement, n'existe pas, finalement. Ça va être l'État impose, il impose éventuellement autoritairement, le propriétaire peut résister, et dans l'enceinte judiciaire vont se jouer des relations exclusivement bilatérales entre le propriétaire et l'État. Donc, alors pourquoi on recourt à la servitude d'utilité publique? Parce qu'elle est disponible, parce qu'il y a déjà toutes sortes de servitudes, et donc c'est une technique assez facile à prendre, et voilà, c'est là où le retour à la genèse et le retour à l'histoire est intéressant, parce que c'est un chemin, c'est une sorte de, comme diraient les économistes, une sorte de chemin de dépendance qui a conditionné un peu toute l'édification de ce droit. Quant à la deuxième technique, c'est l'appropriation publique, et il y a cette idée pour le patrimoine que l'État est le meilleur propriétaire. C'est le super propriétaire, cette idée, j'ai dit, qu'on peut discuter, tout à fait. Mais il y a cette idée, et c'est très net dans les travaux parlementaires, on voit il y a un très beau rapport dont je conseille la lecture de Théodore Hénac, qui explique vraiment tout l'esprit de la loi, et qui reste en grande partie, cette carte génétique du droit du patrimoine, il reste actif encore aujourd'hui, et il dit que l'État est soit propriétaire, soit gardien. Et il est gardien de choses qui, par le hasard des successions, sont parties dans des mains privées, mais que la posture naturelle de l'État aurait été d'endosser cette propriété. Mais du coup, confondre cette fonction de garde du patrimoine et cette fonction de propriété, là, à nouveau, enferme la figure du patrimoine collectif dans un rapport entre une personne, la personne publique, et sa chose, avec une tendance que tu as tout à fait bien expliquée, à tirer la propriété publique vers un modèle de propriété privée. Et là, à nouveau, on s'aperçoit que cet intérêt collectif, ou la traduction de cet intérêt collectif, il se réduit à l'idée que l'État est en meilleure posture pour assurer l'intérêt général. Bon, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais c'est vrai que cet enfermement dans des figures juridiques qui ont leur pertinence quelque part aussi, fait que le ressort, le contrôle que pourraient assurer les tiers, ceux qui sont intéressés à ce patrimoine collectif, finalement est très très peu actif dans le paysage des outils du droit. Et alors justement, quand on s'intéresse au commun, on dit comment faire pour desserrer ces deux étaux, de la propriété publique et de la servitude d'utilité publique. Donc ça, c'est un des enjeux, un des défis. On est en train de travailler sur cet aspect-là. Comment on fait que, effectivement, on puisse retravailler ces figures-là à l'aune des communs. Se poser la question de savoir de quels droits doivent disposer les tiers par rapport à l'inaction de l'État en matière de protection, par rapport à l'action intempestive de l'État, ça peut arriver. Un seul exemple, il y a, on pourrait en prendre l'État, mais un exemple, à Courchevel, il y a un chalet qui s'appelle le chalet Langue. C'est un très très beau chalet, ça doit être un chalet des années 30, qui avance comme ça dans la pente avec, enfin, c'est assez raffiné et intéressant comme architecture. Bref, c'est un chalet qui a été classé au titre des monuments historiques. On a reconnu sa valeur et on a une haute exigence quand on classe au titre des monuments historiques. C'est parce que un édifice a une haute valeur, soit du point de vue de l'histoire de l'architecture, soit du point de vue de l'esthétique, soit du point de vue de la technologie de l'architecture. On a évolué sur la perception de cet intérêt. Donc ce chalet est classé monument historique. Le terrain est acheté par un émir et il ne veut pas de ce chalet. Donc on démonte le chalet.
il est classé au titre des monuments historiques, l'administration peut autoriser son démontage. Donc il est dans un hangar et vous allez sur eBay et vous trouvez le chalet en vente comme un objet, comme n'importe quel objet qui est vendu dans le commerce. Il appartient à un propriétaire privé, il peut être vendu. Il est sous contrôle de l'administration, c'est l'administration qui décide s'il peut être démonté. Alors il y a quand même une mention de la charge réelle sur le bien, c'est un chalet classé monument historique. Quels sont les moyens d'action? Est-ce qu'on pourrait engager la responsabilité de l'État pour laisser faire ce genre de choses? On n'a pas du tout d'exemple. Voilà. Donc il y a à investir sans doute, je pense, juridiquement, ça c'est un des gros défis du point de vue de la question du droit et des communs. Comment investir cette notion de responsabilité? Elle a été beaucoup plus investie en matière environnementale qu'en matière de patrimoniale. Comment permettre ou encadrer, armer juridiquement le droit des tiers en matière de protection du patrimoine? Voilà, ce type de... Quels droits? Est-ce que ce sont des... Alors pour des propriétés privées, ça peut être des droits d'usage, difficilement. Mais pour certains espaces culturels, les musées, les bibliothèques, etc., oui, on peut raisonner sur comment... c'est pas seulement un ressort de politique publique, c'est parfois un ressort qui a besoin d'être encadré juridiquement pour être sanctuarisé, préservé, etc.